Bonjour à tous, bonjour Romain Lassor, vous êtes scientifique, vous êtes docteur en toxicologie animale, docteur en écologie et on a souhaité vous inviter pour répondre à une question importante. On entend parler depuis quelques années maintenant du fait que certaines personnes aimeraient que la nature puisse s'autoréguler entre elles et donc de laisser cette nature comme ça faire comme elle de manière naturelle, naturellement. Est-ce que très concrètement en 2021 en France, c'est quelque chose qui est possible de laisser cette nature sans chasseurs potentiellement, mais avoir d'autres animaux pour qu'elle puisse se réguler? Mais merci pour cette question pour laquelle je vais m'empresser de ne pas répondre sur le versant émotionnel. Alors l'autorégulation, effectivement, c'est des belles figures dans des bouquins d'écologie, ça marche bien, l'adaptation de la quantité de prédateurs à sa proie, et on voit bien, notamment en Sibérie, entre le lynx et le lièvre variable, on a des vraies adaptations écologiques dans des milieux qui sont peu modifiés. C'est pas le cas de la France. En France, le milieu est modifié. Aujourd'hui, et l'homme a fait le choix, il y a déjà des milliers d'années, voire des milliers d'années, de modifier son écosystème à son profit pour exploiter l'écosystème agricole et sur le plan économique et les ressources naturelles, mais également l'exploiter pour baisser la pression des maladies infectieuses qui peuvent affecter l'homme. Et alors, effectivement, dans ces milieux, dans ce milieu qu'on peut appeler le milieu naturel, milieu naturel, c'est quoi? C'est un milieu dans lequel on se sent bien, c'est pas forcément un milieu riche sur le plan de la biodiversité. Hein. Je crois que la biodiversité, c'est un mot très technique. Je pense qu'il ne faut pas braconner, si je peux me permettre, avec ce mot biodiversité. Biodiversité, c'est le nombre total d'espèces différentes qui peuvent être accueillies dans un écosystème. Et donc, plus l'écosystème est accueillant, plus les espèces peuvent être nombreuses, plus d'individus par espèce, mais ça, c'est pas forcément obligatoire. Et donc, il y a une question quantitative et une question qualitative. Et la biodiversité, c'est pas forcément avoir un maximum d'individus de la même espèce, bien au contraire. C'est d'avoir un stock d'individus par espèce qui s'adapte au milieu, ayant le maximum d'espèces possibles sur ces territoires. Alors, très concrètement, ouais. Très concrètement, est-ce qu'aujourd'hui la nature peut s'autoréguler ici? Alors, l'autorégulation pourrait nous faire croire que les espèces vivent en harmonie dans la nature. Et que toutes les espèces ont la même capacité de colonisation du milieu. Et ça, c'est complètement faux. On le voit bien avec le sanglier, avec le ragondin, avec des espèces végétales comme la jussie, qui sont des espèces végétales préoccupantes aujourd'hui. On a des espèces galopantes, et en face de ça, en miroir de ça, on a des espèces qui sont plutôt enféodées à leur milieu. On a des espèces comme le sanglier qui, s'ils trouvent de la nourriture et des femelles pour se reproduire, vont avoir une dynamique de population indépendante de la capacité d'accueil du milieu. Et par exemple, d'autres espèces, comme des espèces végétales inféodées ou comme des espèces d'oiseaux inféodés, qui vont avoir une dynamique de population très étroite à la qualité biologique du milieu, à la qualité trophique du milieu, à la capacité du milieu à nourrir ces espèces-là. Donc ça veut dire que ces espèces, elles ne sont pas égales à elles-mêmes. Donc, ce qui signifie que si on attend et qu'on met la nature sous cloche en se disant qu'on va avoir une autorégulation des espèces et qu'il y en a et que toutes ces espèces vont revenir dans un équilibre qu'on pourrait appeler un équilibre biologique, je pense qu'on se trompe. Parce que là, c'est simplement laisser la porte ouverte aux espèces qu'on peut appeler les espèces envahissantes, les espèces problématiques envahissantes, qui vont reprendre le dessus et qui vont appauvrir le système, qui vont appauvrir les ressources trophiques du système et qui vont avoir pour effet collatéral la disparition des espèces les plus faibles. Donc ça veut dire que l'autorégulation, si on imagine que demain les loups et les ours peuvent faire ce boulot, je vois mal comment des ours vont pouvoir les réguler les populations de sangliers dans la forêt de Sénart. En tous les cas, ça peut paraître beau dans un bouquin d'écologie, mais je pense qu'il faut savoir raison garder sur ces situations-là. On a des espèces qui sont des espèces opportunistes, comme c'est le cas du sanglier, qui s'invitent en périphérie urbaine. Alors que quand vous voyez le territoire de vie d'un ours, c'est quelques dizaines de milliers d'hectares, on voit bien que c'est des espèces qui de toute façon ne se croiseront jamais. Donc l'autorégulation, à mon avis, c'est une sémantique aujourd'hui, c'est plutôt idéologique, c'est plutôt dogmatique, ça n'a rien de très scientifique et rien de très technique, parce que le milieu dans lequel le chasseur évolue, c'est un milieu qui de toute façon a déjà été modifié au profit de l'agriculture. Ça veut dire concrètement que demain, même si on devait avoir des lynx, des loups, des ours ou des rapaces, ça ne suffirait pas aujourd'hui à la nature? Ça ne suffirait pas. Pourquoi? Parce que l'homme est là. Donc ça veut dire que ça renvoie à la grande question de qu'est-ce que l'homme fait là.
C'est peut-être ça la grande question à résoudre. Mais tant qu'on a choisi de rester encore un petit peu, en tout cas moi c'est le choix que j'ai fait, bah, potentiellement je vais plutôt vivre en ville, plutôt vivre dans un milieu aseptisé dans lequel je ne vais pas attraper de maladies et dans lequel potentiellement je peux me balader en toute sécurité. Donc ça veut dire qu'effectivement les espèces envahissantes et les espèces opportunistes vont plutôt avoir tendance à me suivre, plutôt venir vivre dans mon écosystème parce qu'elles ne sont pas dépendantes du milieu dans lequel elles vivent, mais dépendant plutôt de la ressource trophique du milieu. Eh bien elles vont me suivre, ce qui ne sera pas le cas potentiellement de leur prédateur qui pourrait être leur prédateur naturel qui lui va rester dans des milieux parce qu'un féodé au milieu. Donc oui, ça c'est un doux rêve. Je pense que dans la réalité c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Ouais, donc ça veut dire que aujourd'hui, si en France on a des chasseurs qui chassent le week-end à la campagne et qui se font plaisir, c'est pas que pour se faire plaisir, c'est aussi parce que de manière indirecte ils auront un impact sur cette nature finalement. Oui, puis on sait pertinemment aussi qu'alors il faut faire la distinction entre les espèces qui ont un caractère envahissant et celles qui ne l'ont pas, entre un faisan et un sanglier par exemple. Si on se focalise sur le sanglier, c'est une espèce potentiellement envahissante si on ne la régule pas. Et la réguler dans les milieux dans lesquels les chasseurs les régulent, on ne pourrait pas être missionner quelqu'un d'autre pour pouvoir le faire que le chasseur. Donc ça veut dire que oui, le chasseur régule les populations. On sait pertinemment quand on régule les populations de sangliers, on agit aussi pour la biodiversité parce que le sanglier est un sacré prédateur, ça c'est sûr. Et puis au-delà de ça, on le fait également sur le plan sanitaire, mais on ne le fait pas que par plaisir. Alors il y a une dimension probablement plaisir dans l'acte de chasser, mais dans tous les cas, quand on regarde l'acte de chasser ce type d'espèce par les chasseurs, c'est vrai qu'il y a une vraie dimension régulation des populations qui a du sens sur le plan technique et scientifique. Oui, très bien. Eh bien, merci. Je crois que j'ai vu un ours passer dans le parc un peu plus loin. Ah, je pense que c'est un film.